Écoutez le monde vétérinaire autrement sur Veto Micro, un podcast produit par Thémavet. Bonjour, je suis Colline Musel, vétérinaire, coach, formatrice et cofondatrice de WonderVet. Et moi je suis Marine Slove, vétérinaire, entrepreneur, podcasteuse et fondatrice de Thémavet. Bienvenue sur le podcast numéro 1 de la profession qui démontre qu'il y a 1000 façons d'être vétérinaire. Vous entendrez ici des consoeurs et des confrères, qu'ils soient praticiens ou non, raconter leur parcours professionnel, leurs réussites et les joies qui vont avec, mais aussi leurs difficultés et leurs échecs. C'est toujours avec le même enthousiasme que nous prêtons notre micro aux vétérinaires pour la 3e saison consécutive, pour continuer à nous raconter tels que nous sommes vraiment, interroger notre quotidien professionnel bien sûr, mais aussi et avant tout notre rapport à la vie, au monde animal et à la planète. Le tout saupoudré d'une bonne dose de déculpabilisation. Vous êtes ici chez nous. Mais surtout, vous êtes ici chez vous. Belle écoute! Aujourd'hui, Colline et moi vous laissons en compagnie de Sophie Wilford, vétote multicasquette et multinationale, pour une aventure vétérinaire 100% internationale. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui, sur Veto Micro, j'accueille Véronique Renaud. Bonjour Véronique. Bonjour. Diplômée de Belgique en 1997, tu es aujourd'hui vétérinaire conseillère One Health pour VSF International. Mais entre 1997 et aujourd'hui, il s'en est passé des choses. Née en Afrique d'un papa belge et d'une maman vietnamienne, on peut vraiment dire que tu es tombée dans la marmite de la multiculturalité. En tant que vétérinaire, tu te destines rapidement à la coopération au développement et tu feras carrière au sein de VSF, AVSF et VSF International, avec différentes casquettes dans de nombreux pays. Le Rwanda, le Kenya, la Mauritanie, le Laos, pour n'en citer que quelques-uns. Dans le voyage, ce sont les découvertes de nouvelles cultures et de façons de vivre qui t'intéressent le plus. Et dans le travail, c'est de te sentir pleinement utile. Enfin, on n'oublie pas une autre forme de mouvement, sportive cette fois, car tu es aussi une fan de volley et des danses latines. Je pense avoir fait un bon teasing pour ce qui nous attend. Véronique, est-ce que tu es prête à nous emmener en voyage ? Oui, avec plaisir. Super. Eh bien, on va démarrer avec la question traditionnelle, qui est pourquoi vétérinaire ? Pourquoi vétérinaire ? Je sais pas, depuis toute petite, quand j'avais 7-8 ans, j'ai toujours voulu être vétérinaire. Donc voilà, c'est comme beaucoup, j'imagine, un rêve d'enfant au départ et qui s'est concrétisé. Voilà. Et parce que tu es née en Afrique, à quel moment tu reviens en Belgique ? Donc, c'est-à-dire, est-ce que le rêve est né en Afrique déjà ou est-ce que tu étais déjà de retour dans nos contrées ? On vivait en Afrique et je revenais en Belgique juste pour les vacances, 1 mois par an. Et le reste du temps, j'étais en Afrique. Donc, je pense que le rêve est né en Afrique. C'est vrai que on a toujours eu beaucoup d'animaux à la maison. Et donc, c'est peut-être sans doute venu de là. Voilà. Et donc, est-ce que c'était d'abord une vision plutôt traditionnelle du vétérinaire, c'est-à-dire des animaux domestiques, ou est-ce que à ce moment-là, tu avais déjà la petite graine de quelque chose de plus grand ? Au début, je pense que c'était juste, j'aimais bien les animaux et j'aimais bien m'occuper des animaux parce qu'on a toujours eu des animaux à la maison. Donc, je pense que c'était pas spécialement domestique, mais s'occuper des animaux d'une manière plus générale. Mais très rapidement, j'ai su que ce serait pour faire plutôt de l'appui au développement, puisque c'est là-dedans que j'ai baigné toute ma vie, puisque mon père faisait déjà ça et qu'on était à l'étranger et donc on ressentait vraiment les besoins des populations locales. Donc très tôt, je savais que ce serait pas pour faire de la clinique privée, mais plutôt pour faire des projets de développement. Et quand tu dis très tôt, c'était avant tes études vétérinaires ou déjà ou plutôt pendant tes études ? Non, déjà avant mes études vétérinaires, je savais que je voulais travailler à l'étranger et donc continuer à voyager. Donc je savais déjà avant de commencer mes études vétérinaires. Oui. D'accord. Donc tu décides d'étudier en Belgique pour des raisons normales puisque tu es à moitié belge. Tu quittes l'Afrique pour venir faire tes études en Belgique ? J'étais en Amérique du Sud en fait à ce moment-là. J'ai terminé mes études secondaires les 4 dernières années en Amérique du Sud, en Équateur, que j'ai adoré d'ailleurs. Et donc je suis revenue en Belgique pour faire mes études. Ouais. Donc comment elles se passent tes études ?
Ben, la première année, c'était un peu un choc culturel parce que j'avais jamais vraiment vécu en Belgique avant ça. Donc, oui, que la rencontre avec la culture belge, être au milieu d'une foule ne connaissant personne, beaucoup d'autres personnes se connaissaient ou avaient un réseau. Moi, mes parents étaient à l'étranger, donc j'étais seule en Belgique avec ma grande sœur. Donc, c'était une découverte pour moi, un peu comme si je découvrais un nouveau pays. Mais en dehors de ça, ça s'est très très bien passé. Je me suis vite intégrée. Je pense que quand on a voyagé toute sa vie, on s'adapte vite aux différents endroits où on se rend. Et donc ça s'est vraiment bien passé. Ouais. Un peu un choc culturel, j'imagine. Oui, mais oui, c'est vrai que j'avais jamais grandi en Belgique. Quand on était en Belgique, c'était en vacances et donc uniquement avec la famille. Donc j'avais pas vraiment de réseau d'amis en Belgique, à part quelques amis français et belges que j'avais, mais qui étaient aussi à l'étranger. Donc pas vraiment la même culture non plus. Donc voilà, c'était une découverte pour moi, les fêtes étudiantes, tout ça. Super. Bah, l'avantage de la Belgique et des Belges, c'est que il y a quand même ce côté très convivial, très accueillant. Oui. Et puis, le fait que souvent on est grandi à l'étranger, on est un peu une espèce bizarre, et donc les gens s'intéressent, viennent poser des questions. Ça surprend toujours beaucoup de monde. Donc voilà. C'est vrai. Alors, tu décides de te spécialiser assez rapidement, donc en production animale, en milieu tropical. Alors, c'est pas quelque chose qui est commun comme direction pour les vétérinaires. Il y avait d'autres étudiants qui avaient des intérêts similaires à toi à ce moment-là? Oui. Bah, moi je savais, donc j'ai fait ça parce que je savais que je voulais faire le développement par la suite et partir. Donc comme cette spécialité existe en Belgique, je me suis dit je vais la faire dans la continuité. J'ai une très bonne amie qui a fait la même chose, donc on a fait cette spécialité ensemble. C'était la première année que cette spécialisation s'ouvrait à l'université de Liège, donc on était parmi les précurseurs de cette option-là en Belgique. Et donc voilà, ça m'a permis de rester à Liège, de pouvoir travailler à côté et donc d'apprendre d'avoir des pierres à mon arc en plus pour pouvoir faire le développement après. Mm-hmm. Et ça, c'est sur une période de combien de temps? C'était sur 2 ans, mais on avait, je crois, 8-10 heures de cours par semaine. Hein. C'était pas en cours du soir, mais c'était assez allégé. Donc j'ai pu, en parallèle, travailler un petit peu dans le privé en même temps. Mm-hmm. Donc j'ai fait un peu de clinique à ce moment-là. Ok. Et comment tu imagines la suite à ce moment-là? La suite, j'espérais pouvoir travailler à l'étranger. Donc, j'étais déjà en contact avec VSF Belgique à l'époque, qui venait d'être créé il y a pas très longtemps. Et donc déjà, quand j'étais étudiante, j'étais en contact avec eux. On organisait des soirées étudiantes africaines pour lever des fonds pour l'ONG, etc. Donc, j'étais déjà en contact avec le réseau VSF Belgique. Mais comme je disais, c'était le tout début de cette ONG-là aussi. Donc, ils avaient très peu de projets et programmes. Et donc il me disait pour l'instant on n'a pas de poste, dès qu'il y a un poste on te le fera savoir, etc. Et donc j'ai terminé ces 2 ans, il y avait toujours pas de possibilité au niveau de VSF Belgique. Il n'y a pas énormément d'ONG qui sont vraiment spécialisées dans le milieu vétérinaire. Je crois que le réseau des vétérinaires sans frontières est l'un des seuls où il y a vraiment des programmes spécialisés dans l'élevage. Et donc il n'y avait pas énormément de possibilités pour moi en dehors de ça. Donc j'attendais qu'un poste se libère au niveau de VSF Belgique. J'ai terminé ma spécialisation. Il y avait toujours rien à ce moment-là. Et donc j'ai décidé de partir. Il y a eu une annonce pour un poste en Guadeloupe. Et donc j'ai décidé, au moins j'aurai toutes les maladies tropicales qu'on ne voit pas nécessairement en Belgique, toutes les maladies attiques, les maladies vectorielles avec les moustiques, etc. Et donc ça me permettra de me familiariser un petit peu avec ces maladies-là et le traitement de ces maladies. Et donc je suis partie à ce moment-là travailler quelque temps en Guadeloupe comme vétérinaire privé. Mm-hmm. Et est-ce qu'à ce moment-là, tu imagines que peut-être ce sera nécessaire pour toi de bifurquer vers l'humanitaire plutôt pour pouvoir faire ce dont tu as envie, ou tu restes vraiment dans cette optique de je reste dans le milieu veto, à un moment donné ma chance va arriver? C'est-à-dire que pour travailler, j'étais plutôt axée développement, pas vraiment humanitaire, parce que les programmes de développement et les programmes humanitaires, c'est quand même très différent dans l'approche. Okay. Donc pour ceux qui connaissent pas les programmes humanitaires, c'est vraiment sauver les vies quand il y a des crises. Donc on fournit tous les services généralement gratuitement pendant un certain temps, et puis on repart. Et quand on repart, il y a rien qui reste entre guillemets. Alors que le développement, c'est vraiment basé sur le renforcement des compétences, la mise en place de structures durables ou d'organisations, d'associations durables. Et donc on s'inscrit vraiment dans une logique
de durabilité qui m'intéressait plus. Donc je savais que c'est ça que je voulais faire, mais en général pour ces postes-là, soit ils cherchent des managers, des coordinateurs, mais ça j'avais pas cette expérience-là au départ. Et donc en général les premiers postes pour commencer là-dedans, c'est plutôt des postes techniques où on va chercher des gens qui vont former. Et donc je me suis dit, dans ce cadre-là, il n'y a pas de poste pour l'instant. J'ai un petit peu d'expérience sur les soins en milieu tropical parce que dans le cadre de ma spécialisation, j'avais fait un stage au Zimbabwe où on faisait des cliniques ambulatoires dans les campagnes, mais pas énormément. Et je me dis, ce poste en Guadeloupe, c'était du mixte, donc je faisais aussi des animaux de production et je savais qu'il y aurait toutes les maladies tropicales qu'on peut trouver en Afrique. Donc je me dis, c'est une bonne expérience pour moi de découvrir quand même une destination qui me semblait paradisiaque et qui l'est, tout en continuant un petit peu à apprendre et à me former et avoir des capacités techniques qui me permettront d'avoir des postes quand les postes s'ouvriront, quoi. Voilà. Mais je savais que je ferais pas de la clinique toute ma vie. C'était vraiment dans l'optique d'ajouter des cordes à mon arc pour faire ce que je voulais. Voilà. Et 2001, ton premier poste s'ouvre. Voilà, un 2001, Vétérinaires sans frontières Belgique ouvre un projet au Rwanda qui avec pour objectif de former des paravétérinaires. Donc il n'y a pas d'université vétérinaire au Rwanda. On était un petit peu en post-génocide au Rwanda, donc beaucoup de fuite des cerveaux, donc il manquait de professeurs et des structures de formation. Il y avait un besoin très très important. Et donc c'était un projet d'appui à la formation de paravétérinaires à l'époque. Et donc comme j'étais déjà en lien avec VSF Belgique, ils m'ont contacté et j'ai postulé. J'ai eu la chance de pouvoir partir et de commencer. Alors, avant d'aller plus dans le détail de ce poste-là, donc tu parles de VSF Belgique. Est-ce que tu peux nous expliquer peut-être, donc il y a VSF Belgique, AVSF et VSF International. Je ne sais pas si ces deux autres entités existaient à ce moment-là. Expliquer un peu peut-être les différences entre ces trois choses. Alors, il y en a plus. En fait, les vétérinaires sans frontières, il y en a énormément. Il y en a 14-15 dans le monde. Il n'y a pas que VSF Belgique et AVSF. Il y en a beaucoup plus. Il y a VSF Canada, il y a VSF Espagne, Portugal. Enfin, il y en a 14-15. Et donc, c'est vraiment des ONG distinctes qui ont parfois des objectifs et des missions ou des manières d'intervenir relativement différentes. Mais qui ont tous comme bénéficiaires ou comme population cible en fait les populations qui dépendent de l'élevage pour la survie dans les pays en voie de développement. Et donc travailler de manière tout à fait indépendante, mais rapidement on s'est rendu compte on fait tous la même chose, on a tous un peu les mêmes messages à faire passer au nord, et donc la structure de VSF International a été créée pour pouvoir faire des actions de plaidoyer de manière conjointe. Écrire des notes techniques de manière conjointe et éventuellement, quand il y a certains bailleurs qui sont intéressés pour financer des projets dans plusieurs pays et qu'à ce moment-là, un VSF seul ne peut pas assurer la couverture de tous les pays, c'est VSF International à ce moment-là qui soumet avec les différents VSF qui interviennent dans leur pays de prédilection. Donc voilà, très clair. C'est un petit peu une structure faîtière, mais qui n'a pas d'autorité entre guillemets sur les entités nationales qui elles déroulent leur programme, mais qui a plutôt un rôle de général de plaidoyer, de pouvoir adresser des messages communs et si besoin est de combiner les forces pour répondre à des appels à propositions ou des besoins. Voilà. Ok. Et AVSF, donc Agronomes et Vétérinaires sans frontières, ça c'est quelque chose de complètement séparé? Alors AVSF, en fait, en France, il y avait à l'époque l'ONG Agronomes sans frontières et Vétérinaires sans frontières. Et il y a 15-20 ans, j'ai pas la date exacte en tête, ils se sont rendus compte, et c'est vrai, que finalement, quand on fait l'appui à la production animale dans les pays tropicaux, et c'est la même chose ici en Belgique, les éleveurs, ils font aussi des productions agricoles, parce que souvent, ils ont besoin de ces productions agricoles pour nourrir le bétail, et ça va un petit peu ensemble. Et que donc, pour répondre de manière plus holistique à la demande et aux besoins des populations, il fallait combiner les forces. Et donc, ces deux ONG-là, en France, ont fusionné et créé Agronomes et Vétérinaires sans frontières.
alors que dans les autres pays comme la Belgique, Agronomes sans frontières n'existait pas, donc c'est resté Vétérinaires sans frontières Belgique. Et je pense que c'est la spécificité de Agronomes et Vétérinaires sans frontières d'avoir vraiment combiné les deux aspects, agriculture et production animale. Ok, voilà. Super, très clair, merci pour ces explications. Revenons-en à ton premier poste, donc au Rwanda. Est-ce qu'il y a des choses qui te surprennent à ce moment-là? Comment tu trouves cette première expérience? C'était super intéressant pour moi parce que premier poste, c'était assez stressant parce que j'étais partie à la base juste comme formatrice ou assistante technique et puis j'ai été au dernier moment, on m'a donné la casquette de chef de projet parce que le chef de projet qui avait été identifié au départ, au final s'est désisté au dernier moment. Et donc j'étais très jeune, 2001, j'avais quoi, 21, 22 ans, 74, je sais pas. Ouais, j'étais jeune et j'avais jamais fait la gestion de projet, donc c'est vrai que j'étais là, comment ça va se passer et c'était fatigant parce que je devais combiner les fonctions de chef de projet qui incluaient en plus, c'était un petit projet, donc on n'avait pas de comptable et donc c'est moi qui faisais aussi la comptabilité, qui faisais tous les reportings et qui en même temps devait faire les aspects techniques. Donc c'était du plus que du plein temps, mais c'était vraiment très très motivant et passionnant comme expérience parce qu'il y avait tout à faire, on partait de zéro. Et donc j'ai appris énormément, non seulement par rapport à la gestion de projet, mais aussi par rapport à la formation et la pédagogie d'une manière générale, puisque comme je l'ai dit, c'était vraiment l'appui et la formation de paravétérinaires, mais on a repris ça de zéro, donc on est parti de développement du curriculum de formation et puis le développement des modules de formation et la mise en place de ces formations, des différents curricula, des différentes formations pratiques, des outils, etc. Mise en place d'une clinique ambulatoire. Donc, on a tout créé depuis zéro et c'était extrêmement enrichissant comme expérience. Qu'est-ce que tu as rencontré en particulier comme difficulté, par exemple, voilà, pour quelqu'un qui voudrait se lancer dans ce genre de choses? Je pense que moi j'ai eu beaucoup de chance parce que, comme je l'ai dit, j'ai commencé là-dedans quand Vétérinaires sans frontières était relativement neuve et le milieu des ONG c'était encore assez facile de démarrer. Quand je vois maintenant les procédures de recrutement, donc en 20 ans, 30 ans, ce qui s'est passé, c'est que les ONG se sont professionnalisées extrêmement, d'abord pour mieux répondre aux besoins, mais aussi parce qu'il y a des exigences de plus en plus importantes des donneurs. Et si à l'époque, c'était encore relativement facile de trouver un poste et de partir sans expérience, je pense que maintenant, ça devient de plus en plus difficile de pouvoir avoir cette première expérience dans le milieu des ONG, parce que, comme je dis, avant, les ONG, c'était vraiment... c'était des volontaires, des gens qui partaient se faire leur expérience avec des petits salaires, etc. Maintenant, c'est vraiment devenu une profession comme une autre où on demande des professionnels avec de l'expérience et quand je vois certains processus de recrutement par lesquels je suis passée, il y a 1, 2, 3 interviews avec des tests techniques, etc. Donc ça devient, je pense, de plus en plus compliqué pour les gens qui commencent à se lancer là-dedans. Moi, j'ai eu la chance d'avoir cette spécificité technique d'être vétérinaire avec déjà un background un peu multiculturel et une expérience de voyager qui me permet de m'adapter et de pouvoir avoir ce premier poste. Avec en plus la chance d'avoir cette casquette de chef de projet et d'avoir cette expérience en gestion et management de projet. Et c'est ce qui m'a permis de me lancer après avec des points négatifs et des points positifs, d'être directement parachuté chef de projet parce que alors après, je suis restée dans le management et la coordination alors que à la base, et je pense que c'est le cas maintenant, je suis plutôt tentée à retourner vers des postes plus techniques que de management. Voilà, parce que c'est vrai qu'en termes de vétérinaire, on n'est pas formé en tant que manager en tant que tel, même si beaucoup finissent par en faire, puisque c'est aussi, même pour ceux qui sont dans le privé, il y a la gestion du cabinet, etc. Mais c'est gérer des grosses équipes, des gros budgets, et c'est pas toujours évident et inné. Donc voilà, c'était intéressant au départ. Maintenant, c'est plus trop ce qui m'intéresse. Et donc c'est comme ça que c'est pour ça aussi qu'après j'ai changé. Oui, t'as envie de remettre un peu plus les mains dans le cambouis, c'est ça que tu veux dire? Oui, c'est ça, parce que quand on est chef de projet, à la limite, ça va encore parce qu'on gère le projet et on est aussi impliqué dans les activités projet. Mais suite à ça, je suis passée coordinateur national, voire régional, et donc à ce moment-là, on est beaucoup moins sur le terrain.
c'est plutôt des réunions au niveau de la coordination, au niveau de la capitale avec les autres ONG, les ministères, les autres bailleurs, etc. Et un suivi des projets. Mais donc c'est pas nous qui faisons les activités en tant que telles. Et donc on a moins de contact avec les bénéficiaires, on a moins de contact avec les partenaires locaux, parce qu'il faut savoir, c'est dans les approches des différents VSF, que ce soit VSF Belgique, VSF France ou les autres, quand on est sur le terrain, c'est pas non plus la même optique. Ça a fortement changé dans le milieu de développement. Et ce qui fait la différence aussi entre développement humanitaire, c'est que de moins en moins, il y a de moins en moins d'expatriés, et c'est de moins en moins les ONG qui mettent en œuvre les projets. Notre objectif, c'est de trouver en fait des ONG locales ou des associations locales dont on va renforcer les capacités, et c'est elles qui mettent en œuvre les activités sur le terrain. D'accord. L'idée étant que, à terme, elles puissent le faire, même quand on n'est plus là, voire qu'elles puissent accéder au fonds directement sans notre appui. Une sorte de responsabilisation. Voilà, une sorte de responsabilisation progressive pour après nous se désengager et un jour arriver à sortir et à ne plus être nécessaire, et à ce moment-là on fait autre chose et on se repositionne sur autre chose. Et donc en tant que coordinateur et pas chef de projet, on va plutôt être justement en contact avec ces ONG locales, trouver des ONG locales, développer des nouveaux projets, etc. Et donc c'est super intéressant, mais c'est pas le même travail. Et ce travail-là, c'est quelque chose que tu fais finalement pendant 15 ans en Afrique centrale, de l'Est et de l'Ouest. Bon, c'est pas rien. Pour quelqu'un qui ne connaît pas l'Afrique, comment est-ce que tu décrirais ces 3 régions ? Alors les 3 régions sont très différentes, aussi bien en tant que culture et en tant que pays et climat. Donc l'Afrique centrale, il y a beaucoup de forêts, c'est un climat tempéré. Le Rwanda est assez particulier parce que il y a eu tout le contexte du génocide et des problèmes du génocide qui fait qu'on trouvait très peu de professionnels à l'époque. Je pense que ça a beaucoup évolué maintenant. J'ai bien aimé parce que je suis née au Congo, qui est pas très loin. Il y a beaucoup de Congolais au Rwanda, et donc je me suis un peu retrouvée dans cette culture. Donc voilà. Et puis j'étais basée dans une petite ville où j'avais beaucoup de contacts en fait avec les Rwandais. Il y avait très peu d'expatriés et de communautés expatriées, donc ça m'a permis vraiment d'être immergée dans la culture locale. Le Niger et l'Afrique de l'Ouest, j'ai adoré. Moi, j'aime beaucoup l'Afrique de l'Ouest parce que les gens sont d'une joie de vivre et une hospitalité, un sens de l'accueil incroyable, et toujours avec le sourire. J'avais grandi là puisqu'en tant qu'enfant, j'avais grandi au Niger, j'avais fait 6 ans au Niger avec mon père, donc c'était aussi un retour aux sources. C'était sympa de retourner dans les mêmes pays où j'avais été avec mes parents, retrouver un peu mes souvenirs d'enfance. J'avais été retrouver la maison où on habitait, etc. Génial. Mes filles qui sont allées dans le même lycée que moi, dans la même école que moi, j'aurais jamais cru que ce serait possible avec tous les voyages qu'on a fait. Je veux dire que elles ont fait la même école. Incroyable. Ouais. Et puis retrouver des gens avec qui j'avais été à l'école et qui étaient encore là, donc voilà, c'était vraiment vraiment sympa, et des programmes aussi extrêmement intéressants. Donc là, c'était mon premier poste de coordinateur régional, donc ça m'a permis déjà de voyager dans plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest. Et je suis arrivée, en plus il y a eu une grosse crise humanitaire et un sentiment d'être réellement utile, parce qu'on est arrivé à faire le lien justement entre les projets de développement où on veut mettre en place des structures durables et qui permettent de mieux répondre à des besoins urgents de la population quand il y a des crises qui arrivent. Donc je me suis sentie vraiment très utile à ce moment-là, et donc ça fait du bien de se dire on fait des choses qui aident vraiment. Donc j'ai fait 5 ans là en Afrique de l'Ouest. J'aime bien faire 4-5 ans parce qu'en général quand on arrive dans un pays, il faut quand même, allez, disons 1 an et demi pour se sentir bien, savoir comment les choses fonctionnent et commencer à être efficace. Donc on commence à être efficace au bout de 1 an et demi, et donc on a 2, 3, 4 ans où on est vraiment efficace, voilà. Et puis au bout de
4 ans, 5 ans, ça commence à être un peu la routine, on va dire, en tout cas pour moi. Et j'ai envie de passer à autre chose, de découvrir des nouveaux challenges avant de tomber un peu dans un cycle routinier et me désintéresser quelque part, parce que voilà, c'est ce que je fais depuis entre guillemets trop longtemps. Et donc si on change de poste, même si c'est pour le même type de projet et la même structure, au moins c'est un nouveau pays, c'est une nouvelle équipe, c'est des projets qui sont quand même différents parce qu'on doit les adapter aux différents contextes. Et donc voilà, des cycles de 4-5 ans, pour moi c'est très bien. Ouais. Et tu parlais de lien entre l'humanitaire et le développement. Est-ce que tu as un exemple peut-être concret pour illustrer ce que tu faisais à ce moment-là? Il y a énormément d'exemples. Donc, je sais pas si je donne un exemple dans ce qu'on faisait ou de manière plus générale, disons dans ce qu'on faisait. Donc, au Niger, on était dans les systèmes pastoraux. Donc, c'est des éleveurs transhumants. Donc, en fait, ils circulent avec le bétail d'une zone à l'autre pour aller là où il y a de l'herbe, en fait. Et donc, il y a au Niger 2 saisons, la saison sèche et la saison des pluies. Et donc, pendant la saison des pluies, c'est le moment où il y a la production d'herbe et de fourrage pour les animaux. Et d'une manière générale, dans certains villages, ils vont du coup récolter et stocker dans ce qu'ils appellent des banques aliments bétail. Donc, ils stockent le foin, les céréales qu'ils produisent, etc., dans ces banques aliments bétail au niveau communautaire. Et quand on arrive dans la saison sèche et qu'il n'y a plus de pâturage, les éleveurs peuvent acheter dans ces banques aliments bétail à bas prix les fourrages. Donc ça, dans les projets de développement, ce qu'on va faire, c'est accompagner des associations ou des coopératives de producteurs ou des communautés d'éleveurs pour mettre en place ces fameuses banques aliments bétail. Donc il y a l'infrastructure, et puis c'est les former à comment on le gère au niveau aussi bien technique, donc comment est-ce qu'on va entreposer les choses correctement, mais aussi comment calculer les prix de vente, comment gérer la caisse communautaire, etc. Et par la suite, c'est autogéré par ces communautés. Supposons qu'on est dans une zone où il n'y a pas ces structures de développement et il y a une grosse crise, c'est-à-dire une sécheresse qui dure plus longtemps que prévu et plus d'aliments bétail dans la zone. Ce qu'une ONG humanitaire classique ferait, c'est se dire, on vient avec des camions énormes, avec des fourrages, on distribue les fourrages et parfois même de l'eau, avec des camions citernes, on distribue les fourrages jusqu'à ce que les pluies recommencent, et puis on repart. Et prochaine sécheresse, il n'y a plus rien. Ouais. Dans le pire des cas, ce que vont faire les humanitaires, c'est venir là distribuer des fourrages gratuitement, alors qu'il y a des banques aliments bétail sur place, qui ont des stocks à vendre. Et donc, l'humanitaire va quelque part détruire l'économie locale parce que ces banques aliments bétail vont avoir leur stock qui ne pourra pas être vendu parce qu'à côté, il y a des distributions gratuites et qui va périmer, et donc ils vont perdre leur fonds de roulement. Donc, notre rôle, quand on est là dans le développement, c'est si c'est pas nous qui faisons les actions humanitaires, s'assurer que les humanitaires qui viennent pour distribuer des aliments bétail passent par les structures qu'on appuie et distribuent via eux. Comme ça, ils ne perdent pas leur fonds de roulement. Et quand les humanitaires repartent, ces structures restent et sont pérennes. Ou alors de dire, nous on fait nous-mêmes. On a notre réseau de banques aliments bétail qui peut facilement distribuer à tout le monde. Et donc on va envoyer directement les fourrages via leur structure et distribuer via eux. Donc c'est un petit peu certaines dérives de l'humanitaire. Il faut se rendre compte que quand on vient et qu'on donne tout gratuitement, il y a parfois des structures locales qui du coup n'arrivent plus à offrir leurs services parce que c'est des services qui étaient payants, même si c'est à bas prix, et que quand les structures humanitaires repartent, les communautés se retrouvent dans une situation pire qu'avant quelque part. Et donc c'est important quand on intervient en cas de crise d'arriver à respecter les choses locales qui existent et passer par ces structures-là pour ne pas fragiliser ces structures. Et c'est possible quand c'est des ONG qui sont sur place, qui connaissent les réseaux, qui savent quelle structure existe, mais ce qui se passe souvent quand il y a des crises, c'est qu'il y a des ONG qui arrivent et qui connaissent pas du tout la zone et qui mettent en place des appuis d'urgence sans prendre en compte ce qui est déjà existant parce que ils sont pas au courant et ils ne prennent pas le temps de découvrir, quoi. D'où l'importance de la liaison avec d'où l'importance de la coordination aussi au niveau national. Et ce que je faisais au Niger dans les réunions, et c'est pour ça que je disais on se sent très utile, c'est que
toutes ces ONG d'urgence humanitaire qui arrivent au moment des crises, elles sont dans des réunions de coordination et on peut dire attention, si vous faites ça, ça et ça, prenez en compte telle et telle chose et essayez de faire que ce soit de manière concertée et limiter les effets négatifs quelque part de l'appui humanitaire. Très intéressant. Si je résume tes missions là au global sur les 15 ans, donc tu fais de la formation, tu fais de la coordination, tu fais du management aussi beaucoup. Il y a d'autres choses que j'ai pas listées, que tu aimerais aller un peu plus dans le détail. J'imagine beaucoup de compétences, mais globalement un peu pour qu'on comprenne bien un peu le schéma. Oui. Non, la gestion, c'est tout ce qui est la gestion comptable et dans les ONG humanitaires, c'est assez costaud et comme je disais, dans les projets où j'étais après, j'avais des comptables et des gestionnaires qui faisaient ça pour moi, mais c'est vrai qu'au début, c'est moi-même qui faisais la comptabilité du projet. La gestion des équipes, donc au Kenya, on avait quand même une équipe de 100 personnes au total, donc c'est des grosses équipes. Et puis au niveau formation, peut-être juste détailler que c'est des formations vraiment à tous les niveaux. Donc il y avait aussi bien les formations des bénéficiaires directement que je faisais parfois, que la formation de nos équipes, les renforcements de capacité de nos équipes sur des thématiques bien particulières, ou les renforcements des capacités des partenaires locaux. Où là, on va appuyer les partenaires locaux à eux, comme je disais au début, renforcer leurs capacités aussi bien techniques qu'administratives pour que progressivement, on puisse les responsabiliser et nous désengager. Donc, c'est vraiment différents niveaux de formation avec du coup différentes techniques de formation parce qu'on forme parfois des analphabètes et parfois des cadres supérieurs. Donc, il faut adapter tout ce qui est module de formation, contenu, durée, etc. Et donc, ça, c'est quelque chose de très intéressant. C'est quelque chose que j'adore faire. Et si je pouvais faire que des formations, ce qui normalement devrait être le cas maintenant, c'est ce que je ferais. Ah, mais tu vois, j'allais te demander c'était quoi que tu préférais. La formation, c'est vraiment la transmission, c'est ton truc, quoi. Voilà, la formation et le renforcement de capacité, d'abord parce que j'aime bien faire des formations et d'une part, je pense qu'on ne peut pas rater les choses quand on fait de la formation. Je m'explique. Quand on fait des projets de développement ou humanitaire, on va pas se mentir, c'est connu, il y a quand même beaucoup de projets où, quand le projet finisse, 1 an, 2 ans, 3 ans après, on retourne sur place et il n'y a plus de traces. Les infrastructures ont disparu ou les associations n'existent plus, etc. Pour différentes raisons, des raisons valables et d'autres où c'est plus des échecs. Mais je me dis que si on fait de la formation ou du renforcement de capacité, c'est jamais perdu parce que les gens qu'on a formés, ils vont toujours l'utiliser, ces savoirs et ces connaissances. Et donc, quelque part, on se dit, à partir du moment où on est dans un processus de renforcement des capacités, c'est jamais inutile. Ouais. Même s'il l'utilise à autre chose que ce pourquoi c'était prévu au départ, ce sera toujours utile. Donc, utile et puis transférable à leur tour aussi. Ouais. Et toi, évidemment, tu étais hyper exposée dès le berceau à une multiculturalité. Et j'imagine que tu as beaucoup de sensibilité, d'empathie par rapport aux différents pays, aux différentes personnes avec qui tu travailles. Est-ce que tu as rencontré des difficultés justement à ce niveau-là? Est-ce que il y a des accompagnements qui se font pour bien permettre aux personnes qui vont travailler dans les différents pays de s'adapter et d'être sensibles aux différences par rapport, par exemple, à l'Occident? Je pense que la plupart des gens qui s'engagent dans cette voie-là, c'est que quelque part, ils ont déjà été exposés au voyage avant, soit pendant des vacances ou qu'ils ont fait du volontariat, etc. Si c'est quelqu'un qui n'a jamais voyagé, je pense que ça dépend très fort de la culture, mais c'est des choses parfois assez logiques qu'il faut faire, même si c'est pas toujours logique pour tout le monde. Je pense qu'il faut une ouverture d'esprit, ça c'est clair. Il faut être prêt aussi à mettre de côté notre culture pour se dire on est chez les autres, c'est nous qui devons nous adapter. Je pense notamment quand on va dans des pays musulmans. Nous, c'est vrai que ici on a l'habitude, on met des shorts, on met des débardeurs, etc. On va dans un pays musulman. Il faut pas leur demander de s'adapter à nos modes de vie. Il faut que nous, on est dans un pays musulman, donc je vais pas mettre de shorts, je vais mettre des pantalons ou des jupes longues et je vais mettre des chemises avec des manches. Je vais pas me couvrir nécessairement la tête, mais il y a un minimum de choses à respecter pour
arriver à se faire accepter et éviter le clash. Et donc, c'est vrai qu'il y a certaines personnes pour lesquelles c'est peut-être plus difficile que d'autres. Moi, j'ai jamais eu trop de problèmes, même s'il y a toujours certaines anecdotes en Mauritanie notamment ou autre. Par exemple, en Mauritanie, une femme et un homme ne peuvent pas se toucher, donc on peut pas dire bonjour avec la main. D'accord. Donc il faut saluer, mais juste la gestuelle. Et donc ça m'arrivait au début où je tendais la main et la personne me regardait à travers ou disait non, je suis désolée, on peut pas. Donc c'est des choses où effectivement il faut parfois un petit temps d'ajustement. Mais moi ça m'a jamais posé de problème. Au niveau culturel aussi, il y a parfois là j'étais au Laos, je reviens juste du Laos. L'Asie c'est très très différent comme culture et donc ils ont une culture où vraiment c'est très mal vu, par exemple, de s'énerver ou de se fâcher. Donc, quand on est en réunion, le ton ne monte jamais. Donc, il faut toujours avoir un ton vraiment neutre, faire des remarques. Il faut dire ce qu'il y a à dire, mais de manière à ce que ce soit très neutre et surtout sans mettre sans mettre une personne en particulier en difficulté. Parce qu'en fait, ce qui est très difficile pour eux, c'est de perdre la face. Ouais. Vis-à-vis de leur père. Donc, il faut surtout éviter de dire, oui, mais ce que tu as fait là, ça n'a aucun sens. Par exemple, ce qui se dit couramment ici, mais dire, mais enfin, mais c'est aberrant, ce que tu as fait, tu vois. Donc là, vraiment, c'est le genre de choses à éviter parce qu'alors, si on leur fait perdre la face, c'est fini. Ils vont pas nous le montrer parce qu'ils vont pas nous faire perdre la face à nous. Mais ils vont plus travailler avec nous, c'est-à-dire qu'ils vont dire oui à tout ce qu'on leur demande et puis il y a plus rien qui bougera derrière. Donc c'est des choses comme ça qu'il faut savoir et qui sont parfois pas faciles parce que nous on est dans une et en Afrique de l'Ouest par exemple, moi c'est ce que j'aimais bien, c'est que tout le monde dit ce qu'il a à dire, ça peut partir dans tous les sens en réunion. Mais après, les choses sont mises à plat et tout va bien. Bon, Laos, c'était très différent, par exemple, parce qu'il faut vraiment essayer d'aller calmement, de faire comprendre les choses de manière très, très diplomatique, sans s'énerver, sans monter le ton. Et si vraiment il y a des choses un peu plus critiques, négatives, on va dire, à fournir, il faut s'isoler vraiment avec la personne, en dehors du bureau, dans un contexte différent, on va boire un verre ensemble et on en discute. Et là, on dit les choses sans témoin. Mais c'est pas toujours évident. Moi, je suis quelqu'un qui a tendance à vite réagir et vite m'énerver, donc j'ai vraiment dû prendre sur moi à certains moments pour arriver à ne pas m'énerver. Voilà. Ouais, j'imagine. Un vrai exercice. Je pense que c'est le plus difficile, c'est d'arriver à comprendre parce qu'il y a, au niveau culturel, il y a des choses qui se disent, qui sont évidentes, et puis il y a des perceptions qui sont beaucoup plus cachées. Et qu'il faut arriver à cerner pour pouvoir travailler efficacement. Donc, un autre exemple, quand je suis arrivée au Laos, j'avais donc une de nos équipes de projet, c'était une petite équipe, donc il y avait un chef de projet et 2 vétérinaires, mais des services techniques qui travaillaient ensemble. Et donc, quand le chef de projet communiquait avec moi, il disait toujours, oui, on va faire ci, on va faire ça, on a décidé ceci, on a décidé là, en partant, l'équipe a décidé que. Et moi, je dis, mais attends, tu es chef de projet, assume tes responsabilités, qu'est-ce que toi tu veux? Qu'est-ce que toi tu penses et qu'est-ce que toi tu veux faire? Et je comprenais pas pourquoi c'était si difficile. Pareil, quand on fait un plan de travail, on a différentes activités et de manière classique, on dit voilà la liste des activités et qui est responsable de quelle activité parce qu'on va avoir une personne spécifique à contacter si on veut des informations. Et c'était impossible d'avoir ça au Laos. Et en fait, on m'a expliqué après, ça vient avec cette histoire de ne pas perdre la face. Toutes les décisions se prennent en équipe. Comme ça, si c'est la mauvaise décision, personne n'est à blâmer, c'est l'équipe. Et donc d'arriver à faire dire à quelqu'un, ok, c'est moi qui suis responsable de ça, même si je dois travailler avec d'autres personnes, mais je suis le responsable et le point de contact, c'est très très difficile. Et c'est pour ça aussi que dans toutes les communications, il faut jamais dire je pense que ou j'ai décidé que. Ce sera toujours l'équipe pense que et l'équipe a décidé que. Mais ça, c'est quelque chose que dans notre culture européenne, c'est non, moi je veux un responsable, quoi. Ouais. Et donc, mais ça veut dire aussi que du coup, toutes les décisions prennent beaucoup plus de temps. Ouais. Parce que tout passe par une réunion. Et donc ça, il faut le savoir à l'avance. Ce qui a été très compliqué aussi là-haut, c'est la langue. Parce qu'il y a très peu de gens au niveau du ministère et même au niveau des cadres supérieurs qui parlent, que ce soit français ou l'anglais. Et donc, beaucoup ne parlent que le lao. Et la traduction
du français au lao est assez compliqué. On va demander à 10 personnes de traduire une phrase et ils vont venir avec 10 traductions différentes. Donc c'est vraiment la traduction du concept ou de l'idée plus que la traduction des mots et de la phrase. Et donc il faut être sûr que le traducteur a bien compris l'idée ou le concept général, sinon ce sera mal traduit. Et donc ça c'est aussi une difficulté supplémentaire, par exemple, qu'il y avait au Laos et que j'ai beaucoup moins ressenti en Afrique. D'abord parce que en Afrique de l'Ouest, la plupart des gens parlent, en tout cas des cadres parlent français, et en Afrique de l'Est, la plupart des cadres parlent anglais. Donc il n'y a pas cette étape supplémentaire. Tu parles d'autres langues, t'as grappillé au sein des dialectes locaux pendant tous tes voyages? Alors, quand je le dis, les gens disent « t'exagères, tu parles quand même ». Je parle, je pense, bien anglais, bien espagnol. Et donc les gens disent « quand même, tu parles 3 langues ». Mais en fait, je suis pas du tout douée pour les langues. Donc l'anglais et l'espagnol, c'est parce que je suis tombée dedans quand j'étais petite. Ouais. Et que j'ai eu la chance d'apprendre ça très jeune, même si il m'a fallu plus de temps. Je vois, pour l'espagnol, je suis arrivée en Équateur, j'avais 12-13 ans. Il m'a quand même fallu 1 an pour me mettre à parler et comprendre vraiment la majorité des choses, alors que mes sœurs, par exemple, en 3 mois, elles parlaient couramment. Donc je parle 3 langues couramment, mais je suis pas spécialement douée pour les langues. Et donc dans les autres pays, quand j'étais au Kenya, j'ai essayé d'apprendre le swahili, mais à part quelques petits mots courants et les chiffres, j'ai pas réussi à aller beaucoup plus loin. Et puis au Laos, j'ai essayé d'apprendre le lao parce que justement personne ne parle français, ne fût-ce que pour me débrouiller un peu sur le marché et tout. Et là aussi, ça a été très très compliqué, avec en plus le fait que le lao, comme beaucoup de langues asiatiques, c'est des langues tonales. Donc il y a un même mot, c'est toutes des monosyllabes et un même mot d'une syllabe, selon que le ton monte, que le ton descend, que le ton est stable, que c'est court ou que c'est long. Ça a des significations complètement différentes. Mais moi, j'ai pas du tout l'oreille musicale, donc pour moi, l'un son ou l'autre, j'arrive pas à différencier. Donc voilà, c'est un challenge. Voilà, donc j'arrivais à dire bonjour, à me présenter, comprendre un petit peu des mots de ci de là quand je suivais des conversations, me débrouiller sur le marché, mais ça n'a pas été beaucoup plus loin malheureusement. Ouais. D'accord. Mais tu parles un peu le vietnamien ou pas? Alors, je parle pas le vietnamien, malheureusement. Donc, comme mon père était belge, ma mère vietnamienne. C'est vrai qu'à l'époque, l'importance des langues ressortait moins, on va dire. Et comme mon père parlait pas vietnamien et que ma mère était pour l'unité dans la famille, elle nous a toujours dit, je vous ai pas appris le vietnamien parce que j'avais peur qu'on ait des conversations dont mon père soit exclu. Et donc, voilà, elle l'a regretté après, naturellement, mais. Ouais. Oui. Voilà. Oui. Mais c'est vrai, tu as raison. Aujourd'hui, on met une grande emphase. Évidemment, les familles multiculturelles, elles parlent toutes les langues des parents respectifs, mais c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui a quand même beaucoup changé. Je reviens sur la fin de ta période africaine, et je pense que tu t'as un peu touché du doigt dans ce que tu disais au début, dans tes cycles. Au bout de 15 ans, la fin d'un cycle, qu'est-ce qui se trame à ce moment-là? J'interprète, mais je pense une bougeotte plutôt intellectuelle. Oui, ce qui se passe, comme je disais, donc j'ai évolué. Mon premier poste, j'étais chef de projet, donc j'avais vraiment les mains, double casquette chef de projet mise en œuvre, donc c'est moi qui faisais mettre en œuvre les activités. Et puis progressivement, ça a évolué à coordination nationale, coordination régionale, et donc je faisais pratiquement plus que du management, de la coordination, et j'avais beaucoup moins de contact direct avec les bénéficiaires. Et je voulais pouvoir me repositionner sur des postes plus techniques. Sauf que naturellement, je me suis rendu compte quand je regardais mon CV que c'était management, et donc j'avais plus un profil technique du tout. De l'autre côté, j'ai très vite commencé à me rendre compte que c'était important de mettre en avant l'approche une seule santé. Donc en fait, l'approche une seule santé, c'est de se dire que c'est important de considérer, donc supposons, donc nous on intervient surtout dans santé animale, production animale, mais c'est important de prendre en compte l'impact qu'on peut avoir sur la santé humaine et même de l'environnement. Quand on fait de l'élevage, on connaît tous les débats qu'il y a sur l'élevage, les destructeurs de l'environnement, etc. Donc c'est important de prendre en compte cette composante environnement aussi pour éviter les impacts négatifs et, si possible, améliorer l'impact positif que l'élevage peut avoir sur l'environnement, et pareil sur la santé humaine. Donc ça paraît un peu plus spontané parce qu'effectivement, il y a toutes les maladies zoonotiques qui sont transmissibles, mais quand je parle de la santé humaine, c'est aussi l'économie.
des communautés, hein, les aspects économiques, les aspects sociaux, etc., qui doivent pouvoir être pris en compte si on veut pouvoir agir de manière plus efficace. Et donc, je m'étais toujours intéressée, et de plus en plus, à cette approche santé unique, et aussi à l'épidémiologie d'une manière plus générale. Et donc, je dis, bon, si je veux pouvoir trouver des postes plus techniques, il faut vraiment que je développe ces capacités techniques et que je puisse prouver que je peux apporter quelque chose vraiment en termes techniques. En même temps, mes parents devenant plus âgés, je me dis ce serait bien d'être là aussi pour eux. Et donc, je suis revenue pendant une période en Belgique pour me spécialiser en épidémiologie, en santé publique et être un peu là pour mes parents dans leurs dernières années. Voilà. Et donc ça, c'était en Belgique, et tu restes là combien de temps? Je suis restée, j'ai fait 2 séjours. J'ai fait d'abord une première année juste pour le master en épidémiologie, et après ça, je suis repartie dans l'humanitaire, où c'est très utile, hein, je dis pas ça, mais ça m'intéresse moins que le développement. Et donc, par la suite, j'ai eu l'occasion de revenir de nouveau avec un poste d'assistant à l'université qui me permettait de parfaire ma formation en épidémiologie et en santé publique, tout en ayant un salaire. Et donc, je suis revenue en Belgique pendant 5 ans pour faire un doctorat en sciences vétérinaires. Ouais. Donc, une thèse à la clé, j'imagine. Ouais. Donc, oui, c'est ça. C'est-à-dire de dire, voilà, j'ai une expertise en plus, je peux faire de la recherche de 1. Je suis spécialisée non seulement en épidémiologie, mais aussi en santé publique. Donc, pour l'approche One Health, c'est intéressant. Et je dis, à partir de là, je vais pouvoir trouver des postes plus techniques et être considérée pour des postes techniques et non plus de management. Non. Et ensuite, un nouveau continent. Et l'Asie. Ensuite l'Asie. C'est vrai que j'avais fait des années et des années en Afrique. Et c'est un peu le problème, parce que c'est vrai que souvent quand on voit les postes, on demande des gens avec la connaissance de la zone. Ouais. Parce que justement, du coup, ils connaissent le contexte, ils connaissent un peu les codes sociaux, etc. Et donc, il y a moins de clash au niveau social. Et donc on évite aussi après cataloguer, elle spécialiste de l'Afrique, parfois c'est même spécialiste Afrique de l'Est et Afrique de l'Ouest, parce que et donc c'est vrai que ce poste-là avec Agronomes et Vétérinaires sans frontières m'a intéressée, parce que c'était un nouveau continent pour moi, qui m'intéressait aussi personnellement, puisque ma mère était d'origine vietnamienne, donc ça me permettait d'aller un petit peu dans cette zone-là. Et c'était un poste technique, puisque c'était en appui technique au programme d'élevage qu'ils avaient en Asie du Sud-Est. Donc voilà, donc j'ai postulé, j'ai eu la chance d'être prise, et donc ça a été le départ vers le Laos. Et vous étiez déjà rendu plusieurs fois au Vietnam, ou c'était vraiment une première en Asie? Alors, c'était pas une première, parce que en fait, mon père a travaillé au Laos pendant quelques années, pendant 5-6 ans. Alors, j'étais plus avec lui, donc moi, j'y avais jamais vécu, parce que j'étais déjà à l'université à ce moment-là. Mais on allait le voir pendant les vacances. Donc, je connaissais un peu le Laos, mais le Laos qui a énormément changé depuis donc mon père était là-bas en fin des années 90. Donc ça faisait plus de 20 ans, et à ce moment-là, le Laos s'ouvrait à peine sur la communauté internationale. Donc il y avait rien, quoi. Je me souviens que dans Vientiane, il y avait une route goudronnée, un feu rouge qui était le premier feu rouge qu'ils avaient. Et il y avait pas d'hôtel, il y avait pas d'activité, il y avait rien. Enfin, je me souviens que nous, en tant que jeunes de 20-21 ans, on s'ennuyait, quoi, parce que à part visiter, il y a rien à faire. Pour aller dans le pays, les routes étaient catastrophiques. Pour faire 100 kilomètres, il fallait 5-6 heures. Donc on n'a pas pu visiter non plus énormément du Laos. Mais donc ça nous a permis quand même de découvrir le Laos. À ce moment, j'ai été 2 ou 3 fois, je crois, en vacances, et pendant un des séjours, on est allé juste 2 semaines au Vietnam. Donc j'avais vu le Vietnam une première fois. Et maintenant, le Laos, ça a beaucoup plus urbanisé. C'est beaucoup développé. Alors, ça reste une très petite capitale si on compare naturellement à la Thaïlande, ou même au Cambodge, ou tous les autres pays du sud-est asiatique. Ça reste beaucoup plus petit et beaucoup plus calme. Mais moi, c'est ce qui m'intéressait, parce qu'en fait, quand j'ai eu le poste, j'avais le choix, hein, comme c'était un poste régional, d'être basé soit au Cambodge, soit au Laos. Et je connaissais pas du tout Phnom Penh, mais je savais qu'au niveau trafic, pollution, etc., c'était pas le Laos, c'était beaucoup plus calme.
et plus nature, on va dire. Donc voilà, donc j'avais choisi le Laos. Et puis j'avais ma fille aînée qui voyageait encore avec moi, puisqu'elle elle était encore à l'école secondaire. Et donc je me suis dit, comme elle est pas très sortie boîte de nuit, mais plutôt sport, nature, etc., que elle, ça lui conviendrait bien aussi. Et donc voilà, donc je connaissais un petit peu et ça a beaucoup changé parce que ça, voilà, il y a des rues, il y a de l'activité. Alors il y a pas 10 000 activités culturelles, etc., mais il y a quand même pas mal d'activités sportives notamment, quelques activités culturelles pour ceux que ça intéresse, et puis il y a pas mal de bars, d'hôtels, de discothèques, donc il y a quand même moyen de faire des choses et d'avoir une bonne vie sociale, quoi. Tu parles de tes filles qui ont du coup bougé en même temps que toi. Certains se diraient peut-être, mais enfin, les enfants ont besoin de stabilité. Comment tu perçois, toi? Évidemment, toi, t'as grandi comme ça aussi. Est-ce que t'en parles avec tes filles? Qu'est-ce qu'elles en disent, elles? Elles adorent bouger, hein. Donc elles étaient à chaque fois contentes de changer de pays. Alors c'est vrai il y a juste un moment où je pense que ça a été compliqué pour elles. C'est qu'il y a eu, sur 5 ans, j'ai bougé 3 fois. Il y a eu une période de 5 ans, donc quand j'ai quitté le Kenya, on est venu en Belgique, puis on est parti en Mauritanie, puis on est revenu en Belgique. Donc ça a fait 4 changements sur 4-5 ans. Donc là, c'était un petit peu beaucoup. Surtout qu'au retour de Mauritanie, elles ont changé en cours d'année scolaire. Et puis en plus, elles étaient un petit peu plus âgées, donc à l'âge où les amis commencent à avoir un peu plus d'importance que la famille. Donc je pense que, même si elles l'ont pas dit, hein, mais je pense que ça a peut-être été un petit peu trop rapide comme processus de changement pour elles ces années-là. Donc on avait fait 1 an retour du Kenya, 1 an, un peu plus d'1 an en Belgique, puis 1 an et demi en Mauritanie, retour en Belgique quelques mois, et puis redépart. Donc ça, c'était un petit peu court. Et sinon, elles adorent changer. Donc les 5 ans où je suis restée en Belgique là pour mon doctorat, c'est là, mais quand est-ce qu'on repart? Normalement, on venait que pour 3 ans, etc. L'aînée était frustrée parce que du coup, je suis repartie quand elle avait terminé ses secondaires, et donc elle dit, mais je pourrais pas aller avec vous. J'aurais bien aimé aller découvrir un pays de plus. Donc elles ont beaucoup aimé. Personnellement, moi, j'étais contente de pouvoir leur offrir ça parce que je trouve que c'est tellement enrichissant de pouvoir voyager, voir d'autres cultures, voir comment ça se passe ailleurs, et avoir une ouverture d'esprit du coup, et puis aussi les langues, parce que du coup maintenant elles sont déjà bilingues français-anglais, donc je pense que c'est vraiment un atout pour elles, et elles et je pense que elles aimaient bien ça et que ça leur a pas trop marqué par rapport aux amis et autres, parce qu'elles se sont vite rendues compte qu'elles finissaient par se revoir. Donc dans chaque pays où on allait, au bout de certaines années, on retrouve certaines personnes qu'on avait vues avant. Donc quand je suis arrivée au Laos, on a retrouvé des amis. C'était même pas des amis, c'était des amis, mais aussi nos voisins directs du Kenya qu'on a retrouvés là-bas. On n'était pas au courant. 12 ans après, on avait perdu tout contact. Et je les ai même pas revus au Laos. Je les ai revus en transit à l'aéroport. Et quelqu'un qui me tape sur l'épaule et fait, mais Véronique, et c'était nos voisins directs qui étaient là, qui étaient au Laos depuis 6-7 ans. Au Kenya, on a retrouvé des amis du Niger. En Mauritanie, il y avait aussi des amis qu'on avait connus du Niger. Donc on finit toujours par retrouver les gens. Et puis en plus, maintenant avec les réseaux sociaux, c'est facile pour elles de garder le contact. Donc je pense qu'elles ont beaucoup aimé, beaucoup apprécié. Même voilà. Et après, il y a des aspects négatifs et positifs à toutes les situations. Et puis il y a des enfants qui s'y retrouvent très bien et d'autres enfants pour qui ça aurait sans doute été plus difficile. Mais dans mon cas, en tout cas pour mes filles, je pense aussi le fait que on restait quand même 4-5 ans dans chaque pays. Donc c'est pas parce qu'il y a des gens, notamment ceux qui sont dans l'humanitaire, souvent c'est des missions beaucoup plus courtes de 1 an, 2 ans. Et là c'est vrai que changer tous les 2 ans, c'est un petit peu lourd parce qu'on ne se sent jamais bien, entre guillemets. On est toujours en adaptation, quoi. Et est-ce qu'elle se destine à perpétuer la lignée du voyage? Du coup, je sais pas ce qui est prévu. Ce qu'elles ont prévu. Sont toutes les deux intéressées par le voyage, mais peut-être pas pour travailler à l'étranger, plutôt. D'accord. Bien que la plus jeune, c'est trop tôt pour le dire, mais donc il y en a une qui est plutôt dans la restauration. Alors il y en a qui voyagent en étant restaurateur et chef de cuisine, donc c'est pas impossible. Et l'autre qui est plutôt dans le sport, donc on verra. Je pense qu'elles aiment voyager et voudront continuer à voyager. Alors est-ce que ce sera vivre à l'étranger ou faire des voyages régulièrement, ça reste à voir. En tout cas, elles ont les outils pour oui, voyager. là, elles sont équipées, ouais, effectivement. Voilà.
je reviens à ton épisode au Laos. Qu'est-ce que donc 3 ans, hein, t'es resté là-bas. Oui. Qu'est-ce que tu retires de cette période? Je pense qu'au niveau culturel et même personnalité, ça m'a permis de beaucoup évoluer parce que, comme je dis, la manière dont il faut se comporter au Laos est très différente de mon comportement habituel quelque part. Donc ça m'a beaucoup, voilà, ça m'a aidé par rapport à ça. Une sorte de développement personnel. Voilà, une sorte de vraiment un développement personnel parce que j'ai dû beaucoup prendre sur moi et j'espère que je vais garder cette patience que j'ai acquise, je pense, au Laos. Même si les mauvaises habitudes reviennent souvent assez vite. Mais... Tu retourneras faire un stage là-bas. Oui. Voilà, donc très très enrichissant au niveau culturel parce que aussi bien en Afrique de l'Ouest qu'en Afrique de l'Est, quelque part, ils ont été en contact avec les Européens depuis tellement longtemps et ils ont été colonisés et c'est quelque part des cultures très différentes, mais ils nous comprennent plus facilement et ils vont pas être en choc par rapport à certaines de nos attitudes, on va dire. Je pense pas qu'il y ait des attitudes ou des comportements européens, à part peut-être dans l'habillement, qui puissent choquer les Africains de l'Est et de l'Ouest, en tout cas dans les grandes villes. Alors que le Laos, c'est vraiment une culture très différente dans la vie de tous les jours, etc. Par exemple, le fait de systématiquement se déchausser quand on entre dans une maison ou des choses comme ça. C'est vraiment très très différent et ils sont moins ouverts et flexibles, on va dire, qu'en Afrique de l'Ouest où ils disent c'est des Européens, donc on va comprendre, ils sont pas d'ici. Et au Laos, c'est vraiment ils vont être choqués peuvent être choqués par certaines attitudes qu'on pourrait avoir aussi en termes d'habillement quand on va dans les temples, etc. Il faut des trucs longs, il faut se couvrir les épaules, donc des choses comme ça. Donc je pense que ça m'a beaucoup appris sur le plan culturel parce que voilà, aussi je connaissais moins que l'Afrique, puisque j'avais grandi essentiellement en Afrique et en Amérique du Sud, et l'Asie, même si ma mère était vietnamienne et nous avait inculqué certaines valeurs, etc. De un, le Vietnam est très différent du Laos, et de deux, c'est pas la même chose que de vivre dans le pays. Donc je pense que voilà, sur le plan personnel, et puis de se retrouver dans une petite ville où c'est plus facile de se déplacer, de voir du monde, et comme je l'ai dit, j'ai pu refaire des sports ou des activités que j'avais plus faites depuis longtemps. Et découvrir de nouvelles activités. Ce qui a été difficile, c'est que je suis arrivée en pleine période de Covid là-bas et de lockdown. Donc les 4-5 premiers mois, j'étais en gros à la maison et je bougeais pas, quoi. Donc j'ai rencontré mes collègues 3 ou 4 mois après mon arrivée. Ah ouais, dur. Ouais. Donc ça a été assez compliqué. Pareil pour ma fille qui du coup est arrivée, nouvelle école, où elle connaissait personne, etc. Et les 4 premiers mois, c'était cours par visioconférence, quoi. Ouais, pas facile. Ouais. Et au niveau de ta mission, j'ai cru comprendre que ça cochait pas mal de cases dans ce que tu voulais faire. Oui, ça cochait sur le papier et ça avait bien démarré. Aïe. Mais en fait, après, je me suis vite retrouvée de nouveau à la coordination et au management parce que le responsable pays est parti et n'a pas été remplacé. Donc, je me suis retrouvée de nouveau avec la double casquette. Et donc beaucoup moins de temps pour faire ce qui était technique et plus de choses à faire sur le côté management et coordination. Donc voilà, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai quitté, parce que le poste n'allait pas évoluer, en tout cas pas à court terme. Donc j'allais rester plutôt sur le management que sur les appuis techniques. Et donc voilà, et comme donc il y a un poste qui s'est ouvert et qui était vraiment purement en formation, je dis bon ok, ça ne fait que 3 ans et pas 5, mais on va changer. C'est ça. Puis, le timing était bon aussi parce que ma fille terminait ses études secondaires, elle rentrait en Belgique, donc voilà. Ouais. Il y avait un alignement des planètes voilà. Pour la suite. Voilà. Et donc là, c'est un poste clé chez VSF International dans le One Health, donc une santé. Quelles vont être tes missions alors dans ce projet? Donc en fait, c'est un projet vraiment de renforcement de capacité des ONG locales, donc dans différents pays d'Afrique. Et alors c'est un peu un mix en développement et humanitaire. Donc en fait, il y a les pays de crise récurrentes et fréquentes, que ce soit des crises climatiques ou humaines, parce que on parle de Gaza, on parle du Mali, on parle de la République démocratique du Congo, donc des pays où il y a vraiment des grosses crises, et donc on est dans un contexte de crise récurrent avec des ONG locales du coup à qui on demande beaucoup parce que souvent les expatriés ne sont plus admis dans ces pays-là ou ne peuvent plus se rendre sans risque dans ces pays-là.
Et donc, on délègue la mise en œuvre à des ONG locales qui sont pas toujours outillées pour faire les choses correctement. Et comme je l'ai dit, où souvent il y a duplication d'activités ou des approches qui peuvent affaiblir des structures qui existent déjà. Et donc, l'idée de ce projet, c'est dans ces 14 pays qui ont été choisis, Afrique et Moyen-Orient, de former les ONG locales à la mise en œuvre de l'approche unique pour qu'ils puissent être mieux préparés aux interventions en cas de crise et intervenir plus efficacement quand les crises surviennent, avec un focus sur les crises sanitaires. Donc en cas d'épidémie, de foyer épidémique dans ces zones-là. Voilà. Et donc ça va être que des formations. Donc c'est développer des modules de formation avec au préalable une identification des besoins, des contextes locaux pour pouvoir adapter les modules au contexte local. Et puis fournir ces formations. Et donc c'est une approche avec plusieurs intervenants puisque nous on est spécialisés en santé animale et approche santé unique. Et puis il y a d'autres membres du consortium qui sont plus approche santé, d'autres qui sont plus humanitaires et management des projets humanitaires. Et donc on vient chacun avec nos expertises. Et moi mon rôle ça va être de pouvoir intégrer aux différents secteurs l'approche santé unique. Donc que ce soit les gens qui interviennent sur la nutrition, sur les aspects de sanitation quand il y a des crises, donc comment assurer les latrines, l'accès à l'eau, etc. Ou les structures qui interviennent plus dans les camps de réfugiés, des choses comme ça. Donc quel que soit le secteur d'intervention, de se dire comment arriver à faire ça en ayant cette perspective santé unique, c'est-à-dire ok, moi j'interviens dans ce secteur-là. Quel peut être l'impact de mes activités en positif ou en négatif sur les autres secteurs? Et comment arriver à maximiser les impacts positifs et diminuer les impacts négatifs que je pourrais avoir. Donc, c'est vraiment d'avoir cette approche et cette réflexion, en fait, au niveau global. Ouais. Arborescente presque, à t'entendre voilà, parler. Mais c'est un exemple qui, moi, m'a frappé justement quand j'ai fait l'humanitaire. Donc, je travaillais pour une ONG vraiment spécialisée en nutrition. Donc, c'est tout ce qui est malnutrition infantile. Donc comment arriver à récupérer les enfants et à prévenir la malnutrition chez les enfants. Et donc c'est une ONG qui a 30-40 ans d'expertise, dont l'expertise n'est pas à remettre en question, et qui travaillait en Afrique de l'Ouest, là aussi depuis des années, mais avec donc des populations d'éleveurs ou d'agro-éleveurs. Et quand je regardais un petit peu les formations qu'ils donnaient pour prévenir la nutrition, naturellement tout ce qui hygiène des aliments, hygiène de l'eau, accès à l'eau, etc. Et puis, quelque part, je dis, mais vous dites qu'il faut cuire les aliments, qu'il faut se laver les mains avant de manger, etc. Mais à aucun moment, par exemple, il parlait de l'hygiène du lait. Alors que c'est des populations dont le principal aliment, c'est du lait, et c'est du lait frais qui est très directement des vaches. Et on est dans des pays où il y a 30% de brucellose, il y a de la tuberculose, il y a des taux de mamite chroniques mais incroyables. Il y a le lait qui est très directement à la mamelle dans des calebasses sales avec la queue de la vache qui pend dedans. Donc je dis mais ok, si vous voulez prévenir les diarrhées infantiles, oui d'accord, il y a l'eau, d'accord, il y a peut-être l'hygiène des aliments, mais si vous n'améliorez pas l'hygiène du lait, vous n'arriverez jamais à rien avec ces populations-là, en tout cas. Et donc, c'est des évidences comme ça, et donc, naturellement, si on n'a pas cette ouverture d'esprit, on se dit, mais qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? On rate quelque chose, et malgré tout ce qu'on fait, l'objectif ne sera pas atteint. Un autre exemple, quand on parle de l'accès à l'eau, donc on peut être dans une zone, par exemple un village où il n'y a pas d'accès à l'eau, il n'y a pas de puits, donc ils vont creuser un puits, ils vont faire un forage pour que les gens aient de l'eau. Et puis on oublie que oui, mais les animaux, ils vont aussi avoir accès à cette eau-là. Ils vont aussi vouloir venir abreuver les animaux là. Et donc s'ils n'aménagent pas la zone où il y a les robinets, pour qu'il y ait une zone pour les gens, et puis plus loin, une rigole qui amène à un abreuvoir où les animaux s'abreuvent, les animaux et les gens se servent de l'eau au même endroit, et la zone est hautement contaminée par les déjections animales et autres. Et donc c'est parfois des solutions toutes simples, mais auquel il faut penser au moment de la conception, parce que sinon modifier après le forage, c'est un coût supplémentaire. Et donc c'est toutes des choses comme ça très simples. Alors j'ai pas tous les exemples parce que je suis pas non plus experte et on pense pas nécessairement à tout, mais il y a des liens comme ça qui paraissent pas nécessairement évidents si on travaille avec des œillères, et il faut arriver à enlever les œillères à un moment donné pour dire ok, voilà, il faut faire ça en plus. Très gratifiant, j'imagine. Oui, c'est intéressant, et puis aussi parce qu'on apprend tous les jours, parce que voilà, on sait pas toujours tout, on pense pas toujours à tout. Il y a des choses plus évidentes que d'autres, et donc voilà, on apprend beaucoup, et on apprend beaucoup des erreurs. Ouais.
Qu'est-ce que parce que le métier que tu pratiques là aujourd'hui est évidemment loin de la plupart des choses qu'on apprend pendant ces études. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais, en sortant de tes études, quelles sont néanmoins les compétences que tu avais acquières et que tu as pu mettre en place ou en pratique dans tes différents métiers? Déjà, tout ce qui est santé animale, donc tout ce qui est pratique privée m'a servi parce que quelque part, quand on a été dans des projets où on formait des vétérinaires ou des techniciens vétérinaires ou ce qu'on appelle des agents communautaires de santé animale, le fait de savoir comment c'est censé faire, les types de traitements, les bonnes pratiques en usage d'antibiotiques, les qualités sanitaires au niveau des aliments, les inspections de carcasses, tout ça, c'est des compétences techniques dont j'ai eu besoin parce qu'il fallait que je puisse former les gens, développer les modules, comment faire une injection, comment faire une prise de sang, des choses comme ça. C'est des choses qu'on a données en formation et des bonnes pratiques qu'on a délivrées en formation. Donc je disais que c'est ça au niveau technique qui m'a beaucoup aidé. Pour le reste, ce qui est plus approche générale, c'est plus c'est un petit peu à l'instinct, on va dire, et un apprentissage, on apprend en faisant. Mais oui, j'ai commencé et j'espère terminer dans le milieu vétérinaire, même si c'est dans le cadre de l'approche Une Seule Santé. Et donc tout ce que j'ai appris et mon parcours en tant que vétérinaire m'a beaucoup aidé, naturellement. Ce qui m'a beaucoup manqué, par contre, c'est l'approche, justement, tout ce qui est production agricole, production fourragère, faire de l'ensilage, faire du foin, etc. Donc ça, c'est des choses qui m'auraient été très utiles et qui manquaient. Et donc, je pense que c'est un plus pour ceux qui font du développement rural dans le secteur de l'élevage que pourraient avoir, par exemple, les agronomes sur les vétérinaires, parce que ceux qui font l'option zootechnie, ils ont quand même des bases en production animale et ils ont en plus le volet production agricole qui est quelque part nécessaire. Donc après, on travaille toujours en équipe multidisciplinaire, donc il faut juste savoir où chercher les compétences qui nous manquent. Et je reviens ma question là sur les jeunes là qui nous écoutent. J'ai bien compris que c'est quelque chose qui est plus compliqué aujourd'hui, mais pour quelqu'un qui se dit moi je veux qui écoute ton parcours et dit moi je veux faire ça, qu'est-ce que tu recommanderais en termes de formation, d'expérience? Les différents vétérinaires sans frontières proposent souvent des stages, donc il y a moyen de faire des stages. Donc quand j'étais au Laos, on a accueilli une stagiaire notamment française qui est venue faire sa thèse chez nous, donc elle est restée 1 mois ou 2. Il y en a qui restent plus longtemps, donc aussi bien VSF Belgique et AVSF France et sans doute aussi les autres VSF proposent des stages. Ils recherchent des compétences différentes naturellement, mais il y a des stages qui sont possibles. J'imagine qu'il y a aussi des stages possibles avec d'autres ONG qui n'ont pas nécessairement le background vétérinaire en tête. Donc je pense que c'est la première voie d'entrée. Au niveau des structures même de coopération, que ce soit l'Agence française au développement ou en Belgique, ce qui s'appelait avant la coopération technique belge et autres, il y a parfois ce qu'ils appellent les programmes d'experts juniors avec les Nations Unies aussi, où les gens peuvent postuler comme experts juniors et donc ils partent pour une première expérience. Je crois qu'il faut avoir moins de 30 ans si je me trompe pas. Et donc ça c'est sans doute une autre voie d'entrée possible pour démarrer. Ou avoir la chance parce qu'on a une expertise technique qui est spécifiquement recherchée. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que de plus en plus, on est dans l'optique de se désengager et donc souvent les postes expatriés maintenant, on cherche plutôt des managers que des techniciens, parce que si les compétences techniques existent au niveau local, naturellement, on va plutôt recruter localement et renforcer les compétences d'une personne au niveau local. Ok, donc peut-être des compétences aussi en management de la formation de ce côté-là. Plutôt management. Je sais qu'en France, il y a les formations, je crois que c'est Bioforce, pour tous les gens qui veulent travailler dans l'humanitaire, etc., quel que soit le secteur. Donc ça peut être aussi quelque chose à investiguer, rechercher. Donc ils font plusieurs formations pour les gens qui veulent travailler dans le secteur humanitaire et qui sont diplômantes et qui, je sais, en tout cas pour les ONG françaises, c'est souvent demander si les personnes ont fait Bioforce, donc ça peut être une première. Je sais pas du tout la durée, je pense que c'est des formations relativement courtes, mais faudrait regarder en tout cas. Okay. De chouette, merci, voilà. de belles pistes déjà. Ouais. Alors on a balayé tout un tas de choses, de pays, de postes. Est-ce que tu aimerais rajouter quelque chose? Je pense juste que vraiment c'est une expérience humaine qui est incroyable.
alors qui peut convenir à certains et moins à d'autres, hein, mais c'est vraiment une énorme expérience humaine dont moi personnellement j'étais ravie de pouvoir continuer à faire ça et j'espère pouvoir continuer encore longtemps. Et voilà, c'est vraiment très très enrichissant de pouvoir être immergé dans un pays, dans une culture. Et après le travers qu'il y a souvent, et c'est parfois pas facile de sortir de ça, c'est vraiment de se mettre en contact et de développer des liens avec les gens du pays, parce que c'est vrai qu'on se retrouve vite souvent dans une bulle avec les expatriés, entre expatriés, si on fait pas très très attention, parce que c'est plus facile, parce que c'est un partage de culture, un partage d'intérêts, et que donc après on rate quelque chose. Donc c'est d'avoir toujours un moyen de, voilà, pas juste être dans une bulle d'expatriés au sein d'un pays, mais de pouvoir partir à la découverte et à la rencontre des populations locales et des personnes du pays. C'est vraiment, enfin moi en tout cas, je suis contente d'avoir pu faire ça et continuer à faire ça. On entend en tout cas l'engouement dans ta voix. Et si tu avais en face de toi la Véronique toute fraîche, sortie d'études, Oui. quel conseil est-ce que tu lui donnerais? C'est difficile parce que j'estime que j'ai eu beaucoup de chance, que tout s'est un peu déroulé super facilement. J'ai jamais ressenti des challenges ou des choses vraiment très très compliquées. Ce serait à refaire, peut-être je dirais ne pas basculer sur le management aussi vite. Après, de nouveau, ça m'a vraiment servi aussi. J'ai eu des points positifs énormes qui sont sortis de là, hein, parce qu'une fois qu'on a le profil de manager ou gestionnaire, coordinateur de programme, ça m'a permis de faire des choses complètement différentes de purement vétérinaire, et dans des projets où on appuyait des camps de réfugiés, où on était justement sur la nutrition ou sur la sanitation, construire des latrines, etc. Donc ça m'a permis aussi de m'ouvrir à d'autres secteurs, ce qui était aussi intéressant, hein, et d'acquérir des compétences techniques dans ces autres secteurs. Mais peut-être, oui, du fait que mon intérêt premier était plutôt sur le plan technique, de pas basculer aussi vite sur des postes de management et de prendre plus le temps d'acquérir de l'expertise technique. Ouais. Parce que ça a quand même été, voilà, premier poste, un mois après, j'étais déjà dans le management, même si c'était management projet et pas national, mais donc voilà, ce serait peut-être ça, si c'était à refaire. Tu me l'as dit hors ligne, pour te contacter, le mieux c'est LinkedIn, hein, c'est bien ça? Oui. Donc il y a mon parcours, et puis il y a mon adresse mail, il y a les liens pour mon adresse mail via LinkedIn, c'est le plus simple. Bon, super, pour ceux qui ont peut-être des questions à te poser. En tout cas, Véronique, merci beaucoup pour ce partage. Tu nous as bien fait voyager et aussi, en tout cas pour ma part, ça m'a permis de vraiment comprendre en détail les différentes missions et puis la différence entre l'humanitaire et le développement. Vraiment riche. Merci beaucoup et merci à nos auditeurs qui nous écoutent. Merci beaucoup à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode de Veto Micro. Si le cœur vous en dit, partagez-le à vos amis et à vos collègues, abonnez-vous au podcast et mettez-nous une note de 5 étoiles avec un gentil commentaire. C'est ce qui nous permet de remonter dans les classements et de donner de la voix à la profession. Si vous souhaitez participer à Veto Micro, nous suggérer des invités ou tout simplement nous écrire, faites-le sur l'adresse podcast@themavet.fr. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine pour écouter une nouvelle façon d'être vétérinaire.